Le vétérinaire avait déjà préparé l'injection fatale pour Tonnerre, quand le regard perçant de Camille repéra ce détail minuscule qui bouleverserait le verdict de mort. Face à l'incompréhension des adultes, la petite fille serra les poings, déterminée à prouver que le majestueux percheron méritait une seconde chance. Le soleil de juin se levait paresseusement sur le petit village de Saint-Martin-sur-Loire, baignant de lumière dorée les champs verdoyants et les toits de tuiles rouges. La ferme des Beaumont, avec ses murs de pierre blonde et ses volets bleu lavande, s'éveillait au rythme des coqs qui saluaient l'aube. Marcel Beaumont, 62 ans, le visage buriné par des décennies de travail en plein air, traversait déjà la cour en direction des écuries, une ride d'inquiétude creusant son front habituellement serein. « Tonnerre, mon vieux, comment vas-tu ce matin ?» murmura-t-il en poussant la lourde porte en bois. Dans la pénombre parfumée de foin frais et de paille, un hennissement faible lui répondit. Tonnerre, magnifique percheron à la robe noire ébène, était allongé sur le côté, sa respiration laborieuse et ses yeux reflétant une douleur que Marcel ne connaissait que trop bien. La jambe arrière droite du cheval, enveloppée dans un épais bandage, semblait 2 fois plus grosse que la normale. « Je sais, mon ami, je sais », dit Marcel en s'agenouillant près de la tête massive de l'animal. Ses doigts calleux caressèrent l'encolure puissante qui, 3 semaines plus tôt encore, tirait sans effort la charrue à travers les champs les plus difficiles. Tonnerre avait été le cœur battant de la ferme pendant 12 ans, infatigable compagnon de labeur et fierté de la famille Beaumont. L'accident S était produit un mardi. Marcel se souvenait de chaque détail avec une précision douloureuse. L'orage qui menaçait, le chemin forestier qu'ils empruntaient pour rentrer plus vite, le tronc d'arbre déraciné par les pluies récentes. Tonnerre S était pris le pied dans une cavité invisible, et le craquement sinistre qui avait suivi hantait encore les nuits de Marcel. « Papa ?» La voix de François, son fils unique, interrompit ses sombres pensées. Le docteur Moreau sera là dans 1 heure. Marcel hocha la tête sans se retourner, ne voulant pas que son fils voie l'humidité qui troublait son regard. À 52 ans, François avait repris progressivement les rênes de l'exploitation. Mais Marcel restait le maître des chevaux, celui qui les comprenait mieux que quiconque. « Et Camille ?» demanda-t-il, la voix légèrement enrouée. « Elle dort encore. Élise a pensé qu'il valait mieux, tu sais, au cas où. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence non prononcée. Camille, 7 ans, petite fille de Marcel et fille unique de François et Élise, avait développé un lien particulier avec Tonnerre depuis qu'elle savait marcher. Chaque été, quand elle venait passer ses vacances à la ferme depuis Paris, où ses parents avaient leur résidence principale, la fillette passait des heures entières auprès du grand percheron, lui racontant ses secrets, lui tressant des brins de paille dans la crinière. « Elle devra comprendre », murmura Marcel, même si son cœur se serrait à l'idée de la peine que ressentirait l'enfant. Les 3 visites précédentes du vétérinaire avaient progressivement éteint tout espoir. La fracture était complexe, des tendons avaient été sectionnés et une infection S était installée malgré les soins. Un cheval de cet âge, avec une telle blessure, avait expliqué le docteur Moreau avec ce mélange de compassion et de pragmatisme qui caractérisait sa profession. Même s'il guérissait, il ne pourrait plus jamais travailler ni même marcher correctement. Ce serait une vie de souffrance. François s'approcha et posa une main sur l'épaule de son père. « J'ai préparé le verger, sous le grand pommier, comme tu voulais. » Marcel acquiesça en silence. Le vieux pommier était l'endroit préféré de Tonnerre pendant les chaudes journées de été, quand le cheval venait se réfugier sous son ombre généreuse, soulevant parfois les branches basses avec son museau pour faire tomber quelques fruits. « Est-ce que tu veux que je m'en occupe ?» proposa François, sachant combien la tâche serait difficile pour son père. « Non !» répondit Marcel fermement. « C'est à moi de le faire. Je lui dois bien ça. » Un bruit de pas léger dans la paille attira leur attention.
Élise, la belle-fille de Marcel, se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage habituellement souriant, assombri par l'inquiétude. « Le petit déjeuner est prêt », dit-elle doucement. Puis, après une hésitation, Camille est réveillée. Elle demande pourquoi tout le monde a l'air si triste. Marcel et François échangèrent un regard. C était François qui hocha finalement la tête. « Je vais lui parler », dit-il en se dirigeant vers la sortie. Restés seuls, Marcel et Élise contemplèrent Tonnerre en silence. La jeune femme s'approcha finalement et s'agenouilla aux côtés de son beau-père. « Je suis désolé, Marcel. Je sais ce qu'il représente pour vous, pour nous tous. » Marcel lui adressa un sourire triste. « C'est la vie à la ferme, ma petite. On ne peut pas s'attacher. » Sa voix se brisa légèrement. « Enfin, on ne devrait pas. » Élise posa délicatement sa main sur celle de Marcel. « Vous avez le droit de être triste. Nous le sommes tous. » Le hennissement douloureux de Tonnerre semblait souligner ces paroles. L'animal tenta de relever la tête, comme s'il voulait montrer qu'il luttait encore, qu'il n'abandonnait pas. « Chut, mon beau, économise tes forces », murmura Marcel en caressant le front du cheval. Dehors, le ciel s'était couvert, comme si la nature elle-même se préparait au deuil qui allait frapper la ferme des Beaumont. Marcel se releva lentement, ses articulations protestant après ce long moment passé à genoux. « Je vais prendre un café. Le docteur Moreau ne sera pas là avant 1 heure. » Élise hocha la tête et le suivit hors de l'écurie, jetant un dernier regard au noble animal qui avait partagé tant d'années de leur vie. Dans la cuisine, ils retrouvèrent François, assis à la grande table en chêne, le visage grave. « Où est Camille ?» demanda Élise, surprise de ne pas voir sa fille. François soupira. Elle a pris son petit déjeuner en vitesse et elle est partie vers l'écurie. J'ai essayé de lui expliquer, mais tu lui as dit pour Tonnerre, s'inquiéta Marcel. Je lui ai dit qu'il était très malade et que le docteur Moreau venait pour l'aider à ne plus souffrir. François passa une main lasse sur son visage. Elle m'a regardé avec ses grands yeux et m'a dit qu'elle devait lui dire au revoir. Je n'ai pas eu le courage de l'en empêcher. Marcel hocha la tête, compréhensif. C'est mieux ainsi, elle doit pouvoir lui dire adieu. Camille Beaumont S était faufilée dans l'écurie, son petit corps mince se glissant silencieusement entre les ballots de foin. Ses cheveux châtains, tressés à la hâte ce matin-là, s'ornaient déjà de quelques brins de paille. À 7 ans, la fillette avait l'assurance de ceux qui ont grandi entourés d'animaux, même si elle ne venait à la ferme que pendant les vacances. « Tonnerre !» chuchota-t-elle en s'approchant du box où le grand percheron était allongé. « C'est moi. » Le cheval tourna légèrement la tête vers elle, ses grands yeux bruns exprimant une douleur que même une enfant pouvait reconnaître. Camille s'assit délicatement près de lui, loin de la jambe blessée, et posa sa petite main sur le museau velouté. « Papa dit que tu es très malade, » continua-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Il dit que le docteur va venir pour que tu ne souffres plus. » Ses yeux bleus, hérités de sa mère, s'emplirent de larmes qu'elle essuya rapidement du revers de la main. Son grand-père lui avait appris que les animaux ressentaient nos émotions et elle ne voulait pas que Tonnerre la sente triste. « Je ne veux pas que tu partes, » murmura-t-elle. « Qui va me laisser monter sur son dos l'été prochain? Qui va manger les carottes que je cache dans mes poches ?» Le cheval émit un faible hennissement, comme s'il comprenait chaque mot. Camille sourit à travers ses larmes et commença à lui raconter sa vie à Paris, son école, ses amis, les pigeons qu'elle nourrissait au jardin du Luxembourg. C était leur rituel depuis toujours. Elle parlait, et Tonnerre écoutait, ses grandes oreilles pointées vers elle, attentif comme seuls les animaux savent l'être. Alors qu'elle bavardait, Camille observait attentivement la jambe bandée de son amie. Quelque chose dans la façon dont elle était positionnée attira son attention. Chaque fois que Tonnerre essayait de bouger, il semblait avoir un mouvement étrange, comme s'il cherchait à éviter de poser sa jambe d'une certaine manière. « Ça te fait mal ici ?» demanda-t-elle en pointant un endroit précis juste au-dessus du bandage.
Le cheval secoua sa tête, non pas en réponse à sa question, mais comme pour chasser une mouche invisible. Camille fronça les sourcils, cette expression de concentration intense que sa maîtresse d'école connaissait bien. La petite fille se leva et contourna précautionneusement le grand corps du cheval pour mieux observer la jambe blessée. « Tu sais, » dit-elle en se rasseyant près de la tête de Tonnerre, « quand je me suis fait mal au poignet l'année dernière, le docteur a dit que C était juste une foulure, mais ça me faisait vraiment très mal, comme si quelqu'un me piquait avec une aiguille. Maman n'arrêtait pas de dire que j'exagérais. » Tonnerre la regardait de son œil doux, comme s'il suivait son raisonnement. Et puis, quand on est retourné voir le docteur, il a dit que le bandage était trop serré et qu'il appuyait sur un nerf. Tu sais ce que c'est, un nerf? C'est comme un fil électrique dans ton corps. Si on l'écrase, ça fait super mal. Camille se tut un instant, ses yeux fixés sur le bandage de Tonnerre. Puis, avec une détermination surprenante pour son âge, elle s'approcha de la jambe blessée et l'examina de plus près, sans la toucher. « Je crois que ton bandage est trop serré aussi, » murmura-t-elle. « Juste là, regarde comme ta peau fait des plis bizarres. » Un bruit de pas dans la cour la fit sursauter. Par la porte entr'ouverte de L. Écurie, elle aperçut une voiture qu'elle reconnut, celle du docteur Moreau. La panique l'envahit soudain. « Il est déjà là !» s'exclama-t-elle en se tournant vers Tonnerre. « Je dois aller leur dire. » Camille se précipita hors de l'écurie, manquant de peu de renverser le vétérinaire qui entrait, accompagné de son grand-père. « Doucement, petite tornade, » dit le docteur Moreau avec un sourire triste. C était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux fatigués derrière des lunettes rondes. « Où cours-tu comme ça ?»« Docteur Moreau !» s'écria Camille, les joues rouges d'excitation. Je crois que le bandage de Tonnerre est trop serré. Il appuie sur un nerf, comme mon poignet l'année dernière. » Les deux hommes échangèrent un regard, mi-amusé, mi-attendri. Marcel s'agenouilla pour se mettre au niveau de sa petite fille. « Camille, ma chérie, ce n'est pas la même chose. Tonnerre a une fracture très grave et son infection... » « Mais papy, » insista-t-elle, ses yeux bleus brillants d'une conviction inébranlable. Il bouge sa jambe bizarrement, exactement comme moi quand mon bandage était trop serré. Le docteur Moreau, qui avait écouté patiemment, posa sa trousse médicale et regarda la fillette avec plus d'attention. « Comment ça, bizarrement ?» demanda-t-il, son intérêt professionnel piqué malgré lui. Il essaie de ne pas la poser d'une certaine façon, comme s'il avait peur de toucher un endroit précis. « Et sa peau fait des plis étranges, juste ici, » expliqua Camille en montrant l'emplacement sur sa propre jambe. Le vétérinaire échangea un nouveau regard avec Marcel, mais cette fois-ci, il y avait une lueur d'interrogation dans ses yeux. « Eh bien, » dit-il lentement, « je suppose que ça ne coûte rien de vérifier avant de procéder. » Camille retint son souffle, une lueur d'espoir illuminant son visage. Elle regarda son grand-père qui hocha légèrement la tête, puis tous trois entrèrent dans l'écurie où Tonnerre attendait son destin. À l'intérieur de l'écurie, l'air était chargé d'une tension palpable. Docteur Moreau déposa sa trousse médicale sur une balle de foin et s'approcha de Tonnerre avec des gestes lents et mesurés, comme il l'avait toujours fait avec les animaux en souffrance. La lumière filtrait par les interstices des planches, créant des rayons poussiéreux qui tombaient en diagonale sur la scène. « Bonjour, mon brave », murmura-t-il en s'agenouillant près du percheron. Camille se tenait en retrait, ses petites mains crispées l'une contre l'autre, observant chaque mouvement du vétérinaire avec une intensité qui faisait paraître ses yeux encore plus grands. Marcel posa une main réconfortante sur son épaule, autant pour la rassurer que pour se donner du courage. Le docteur Moreau commença par examiner les yeux de Tonnerre, sa respiration, les muqueuses de sa bouche. Ses gestes étaient méthodiques, professionnels, mais Camille pouvait sentir qu'il prenait son temps, comme s'il repoussait le moment fatidique. « Tu disais que le bandage était peut-être trop serré, c'est ça ?»
demanda-t-il finalement en se tournant vers la fillette. Camille hocha vigoureusement la tête. « Oui, juste là », dit-elle en pointant un endroit précis sur la jambe bandée. Quand il essaie de bouger, il fait comme s'il avait très mal à cet endroit précis, pas dans toute la jambe. Le vétérinaire fronça les sourcils et se pencha pour examiner la zone indiquée. Ses doigts expérimentés palpèrent délicatement à travers le bandage, sentant les contours de la jambe blessée. « marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour ses spectateurs. C'est vrai que le gonflement est plus important que ce que j'avais noté lors de ma dernière visite. » Il sortit une paire de ciseaux de sa trousse et commença à découper soigneusement le bandage. L'odeur médicamenteuse de la pommade antibiotique se répandit dans l'air, mêlée à celle, plus inquiétante, de l'infection sous-jacente. Camille se pinça le nez, mais ne recula pas. Au fur et à mesure que les couches de bandage étaient retirées, le docteur Moreau devenait de plus en plus concentré. La jambe de Tonnerre, enflée et meurtrie, présentait des marques rouges là où le bandage avait exercé une pression. « C'est curieux, » dit-il, en touchant délicatement un point précis. Tonnerre réagit instantanément, tentant de retirer sa jambe avec un hennissement de douleur. « Qu'est-ce qui est curieux ?» demanda Marcel, qui s'était rapproché pour mieux voir. Le docteur Moreau se redressa, ajustant ses lunettes sur son nez. Il semble que le bandage ait créé un point de compression juste au-dessus de la fracture, là où passe le nerf sciatique. Avec l'enflure qui a augmenté, la pression est devenue excessive, comme pour mon poignet, s'exclama Camille, un sourire triomphant illuminant son visage. Le vétérinaire lui adressa un regard où se mêlaient surprise et respect. Exactement comme pour ton poignet, jeune fille. La différence, c'est que chez un cheval de la taille de Tonnerre, cette pression peut masquer d'autres symptômes et compliquer considérablement le diagnostic. Il se tourna vers Marcel, dont le visage était animé d'un espoir qu'il n'osait pas encore exprimer. « Je vais refaire le bandage différemment, en évitant toute pression sur cette zone. Nous pourrons mieux évaluer l'état réel de la fracture sans cette complication. » Marcel passa une main tremblante dans ses cheveux gris. « Vous pensez que... » « Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, » l'interrompit doucement le docteur Moreau. « Et la fracture reste grave, et l'infection est toujours présente. Mais il est possible que la compression nerveuse ait exacerbé les symptômes, faisant paraître l'état de Tonnerre pire qu'il ne l'est réellement. » Camille, qui avait écouté attentivement, s'approcha de Tonnerre et caressa son front. « Tu entends ça, Tonnerre ? Le docteur va te faire un nouveau bandage qui ne te fera pas mal. » L'animal, comme s'il comprenait chaque mot, posa son regard confiant sur la petite fille. Le docteur Moreau sortit de sa trousse des compresses propres, une nouvelle bande et plusieurs tubes de pommade. « Marcel, pourriez-vous aller me chercher une bassine d'eau tiède, s'il vous plaît ? Je vais nettoyer la plaie avant de tout refaire. » Alors que Marcel quittait l'écurie, la porte s'ouvrit à nouveau pour laisser entrer François et Élise, visiblement inquiets de l'absence prolongée de leur fille. « Camille, nous t'avons cherché partout, » commença Élise avant de s'arrêter net en voyant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ? Maman !» s'écria Camille en courant vers ses parents. « Le docteur Moreau dit que j'avais raison. » Le bandage de Tonnerre était trop serré et ça lui faisait super mal. François regarda tour à tour sa fille et le vétérinaire, l'incompréhension se lisant sur son visage. « Je croyais que... un diagnostic prématuré, peut-être, » intervint le docteur Moreau en se relevant. « Votre fille a remarqué quelque chose que j'avais manqué, une compression du nerf sciatique causée par le bandage et l'enflure croissante. » Élise s'approcha, tenant Camille par les épaules. « Et qu'est-ce que cela signifie pour Tonnerre ?» Le vétérinaire choisit ses mots avec soin. « Pour l'instant, cela signifie que nous allons réévaluer la situation. Je vais refaire le bandage correctement, administrer un traitement contre la douleur et l'inflammation et voir comment il réagit dans les prochains jours. » Marcel revint avec la bassine d'eau, le visage transformé par un mélange d'espoir et d'appréhension.
Docteur, soyez franc avec nous. Est-ce que Tonnerre a une chance ?» Le docteur Zamoro trempa une compresse dans l'eau et commença à nettoyer délicatement la jambe blessée. Les chevaux sont des animaux remarquables, capables de récupération surprenante dans les bonnes conditions. La fracture reste complexe, mais si nous parvenons à contrôler l'infection et à soulager la douleur nerveuse… Il laissa sa phrase en suspens, mais ce non-dit était suffisant pour ranimer l'espoir dans le cœur de la famille Beaumont. « Je propose que nous lui donnions 1 semaine, » conclut-il finalement. « Si son état s'améliore, même légèrement, nous pourrons envisager un traitement plus agressif de la fracture. » Camille, qui n'avait pas quitté Tonnerre des yeux, se tourna vers ses parents avec un sourire radieux. « Tu vois, papa, je te l'avais dit qu'il n'était pas temps de dire au revoir à Tonnerre. » François s'approcha de sa fille et la serra contre lui, ému par sa perspicacité et son attachement à l'animal. « Tu as bien fait d'insister, ma puce. » Pendant ce temps, le docteur Moreau avait terminé de nettoyer la plaie et préparer une injection. « Ceci va l'aider à supporter la douleur pendant que je refais le bandage, » expliqua-t-il en administrant le médicament avec précaution. Élise s'approcha de Marcel, qui observait la scène avec des yeux brillants d'émotion. « Vous aviez raison de lui apprendre à observer les animaux, » murmura-t-elle. « Elle a peut-être sauvé Tonnerre. » Marcel hocha la tête, incapable de parler tant sa gorge était nouée. Il regarda sa petite fille, qui racontait maintenant à Tonnerre comment ils allaient jouer ensemble quand ils seraient guéris, et sentit une fierté immense l'envahir. Les 3 jours qui suivirent la visite du docteur Moreau furent marqués par une attente fébrile à la ferme des Beaumont. L'écurie était devenue le centre névralgique de la propriété, avec un va-et-vient constant des membres de la famille qui venaient vérifier l'état de Tonnerre. Marcel avait même installé un vieux fauteuil près du box pour pouvoir y passer de longues heures, lisant le journal à voix haute, comme si le percheron s'intéressait au cours du blé et aux nouvelles politiques. Camille, quant à elle, était autoproclamée infirmière en chef. Chaque matin, elle arrivait à l'écurie avec un petit carnet où elle notait méticuleusement ses observations. Jour 2, Tonnerre a mangé toute sa ration. Ses yeux sont moins tristes. Comme sa mère avait tenté de la convaincre de profiter du soleil et d'aller jouer dans les champs, mais la fillette restait inflexible. « Je ne peux pas abandonner mon patient, maman », avait-elle répondu avec tout le sérieux du monde. Élise n'avait pu s'empêcher de sourire face à cette détermination. Après tout, les vacances d'été étaient faites pour que les enfants suivent leur passion, et celle de Camille, cette année, était clairement de veiller sur Tonnerre. Au matin du 4e jour, un changement subtil mais significatif se produisit. François, qui s'était levé avant l'aube pour vérifier l'état du cheval avant de partir au champ, trouva Tonnerre non plus couché sur le flanc, mais redressé sur son sternum, les jambes repliées sous lui comme un cheval au repos. « Papa !» appela-t-il depuis la porte de l'écurie. « Viens voir ça !» Marcel, qui prenait son café matinal dans la cuisine, se précipita dehors, sa tasse encore à la main. Quand il vit Tonnerre dans cette nouvelle position, son visage s'illumina d'un espoir qu'il n'osait pas exprimer à voix haute. « C'est la première fois qu'il se redresse ainsi », murmura-t-il en s'approchant lentement. « C'est bon signe, très bon signe. » François hocha la tête, une expression similaire sur son visage. « Je vais appeler le docteur Moreau pour l'informer. » Lorsque Camille apprit la nouvelle au petit déjeuner, elle faillit renverser son bol de chocolat dans son excitation. « Je le savais !» s'écria-t-elle en sautant de sa chaise. « Je savais qu'il allait mieux. » Elle se précipita vers l'écurie, ses tresses à moitié défaites volant derrière elle. Élise la suivit d'un pas plus mesuré, portant le petit déjeuner que Camille avait abandonné dans sa hâte. À leur arrivée, Marcel était accroupi près de Tonnerre, parlant doucement à l'animal dont les oreilles se dressaient attentivement. Le percheron semblait plus alerte, ses yeux suivant les mouvements autour de lui avec un intérêt renouvelé.
Bonjour, Tonnerre, lança Camille en s'approchant prudemment. J'ai appris que tu t'es été redressé tout seul. C'est formidable. Elle s'agenouilla près de son grand-père et tendit sa petite main pour caresser l'encolure puissante du cheval. Tonnerre tourna légèrement la tête vers elle, et Camille aurait juré qu'il avait incliné le museau en signe de reconnaissance. « Le docteur Moreau va passer en fin de matinée », annonça Marcel, en se relevant avec un léger craquement des genoux. « Il veut voir par lui-même ses progrès. » Élise s'approcha à son tour, posant le bol de chocolat et les tartines sur une balle de foin à portée de Camille. « Mange un peu, ma chérie. Tu ne pourras pas aider Tonnerre si tu tombes d'inanition. » Camille acquiesça distraitement, trop occupée à observer chaque détail du comportement de Tonnerre pour prêter attention à son estomac qui grondait. Ce fut finalement Marcel qui la persuada de prendre quelques bouchées. « Une bonne infirmière doit garder ses forces », lui dit-il avec un clin d'œil complice. La matinée écoula lentement, rythmée par les visites régulières de François qui revenait des champs pour vérifier l'état de Tonnerre. Chaque fois, il trouvait Camille assise près du cheval, lui lisant des histoires tirées de son livre préféré, Les aventures du petit Nicolas, avec des voix différentes pour chaque personnage. À midi, la voiture du docteur Moreau se gara dans la cour de la ferme. Le vétérinaire en descendit, sa mallette à la main, accompagné d'une jeune femme que personne ne connaissait. « Bonjour à tous », salua-t-il en entrant dans l'écurie. « Je vous présente Mademoiselle Leclerc, une spécialiste en rééducation équine qui travaille avec moi sur certains cas difficiles. Je me suis permis de l'inviter à examiner Tonnerre. » Dit Mademoiselle Leclerc, une femme élancée aux cheveux auburn coupés courts, s'avança avec un sourire chaleureux. « Enchantée de vous rencontrer. Le docteur Moreau m'a parlé de votre cas et je dois dire que je suis intrigué. » Marcel serra la main tendue avec un mélange de respect et d'espoir. Tout ce qui peut aider Tonnerre est le bienvenu. Camille observait la nouvelle venue avec curiosité. « Vous êtes docteur pour chevaux aussi ?» Mademoiselle Leclerc se pencha vers la fillette avec un sourire. « Pas exactement. Je suis physiothérapeute pour chevaux. J'aide les animaux blessés à retrouver leur force et leur mobilité après un accident. Comme le kiné qui m'a aidé après ma chute de vélo ?» demanda Camille, les yeux écarquillés. « Exactement comme ça », confirma Mademoiselle Leclerc avant de se tourner vers Tonnerre. « Et voici donc notre patient. » Les deux professionnels s'approchèrent du cheval qui les observait avec une curiosité méfiante. Le docteur Moreau commença par examiner les constantes vitales de l'animal, puis défit délicatement le bandage pour inspecter la blessure. « L'inflammation a nettement diminué », remarqua-t-il, visiblement satisfait. « Et la plaie commence à montrer des signes de cicatrisation. » Mademoiselle Leclerc, pendant ce temps, observait attentivement la posture de Tonnerre, la façon dont il tenait sa jambe blessée, les tensions visibles dans sa musculature. Elle prit quelques notes dans un petit carnet, puis s'adressa à Marcel. « Je suis prudemment optimiste », déclara-t-elle. « Le fait qu'il se soit redressé de lui-même est un signe très encourageant. Cela montre une volonté de guérir, ce qui est crucial pour les chevaux. » Et Marcel hocha la tête, buvant ses paroles comme un assoiffé dans le désert. Et pour sa jambe, la fracture. Le docteur Moreau et Mademoiselle Leclerc échangèrent un regard avant que le vétérinaire ne réponde. La fracture reste grave, ne nous leurrons pas. Mais sans la compression nerveuse que votre petite fille a identifiée, nous pouvons maintenant voir que les tissus réagissent mieux au traitement. Ce que je propose, intervint Mademoiselle Leclerc, c'est un protocole de soins combinant un nouveau type de bandage qui stabilisera la fracture tout en permettant une légère mobilité contrôlée, des anti-inflammatoires et des séances de stimulation musculaire pour éviter l'atrophie. Camille, qui avait écouté attentivement, leva la main comme à l'école. « Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» Les adultes échangèrent des sourires attendris, mais ce fut Mademoiselle Leclerc qui répondit avec sérieux. « Tu peux continuer exactement ce que tu fais.
lui parler, l'encourager, observer tout changement dans son comportement. Les chevaux sont sensibles à notre énergie, et ton optimisme est un excellent médicament. La fillette hocha solennellement la tête, prenant cette responsabilité très au sérieux. Je lui raconterai des histoires joyeuses. Pas de trucs tristes comme Le Petit Prince, que maman m'a lu et qui m'a fait pleurer. Élise sourit en passant une main affectueuse dans les cheveux de sa fille. C'est une excellente idée, ma puce. Le docteur Moreau termina en appliquant un nouveau bandage selon les indications de mademoiselle Leclerc, puis administra une injection à Tonnerre. C'est un anti-inflammatoire plus puissant, qui devrait soulager considérablement sa douleur. Avant de partir, mademoiselle Leclerc remit à Marcel une feuille détaillant le programme de soins qu'elle recommandait. Je reviendrai dans 3 jours pour une première séance de rééducation. D'ici là, suivez ces instructions à la lettre. Alors que les 2 professionnels s'apprêtaient à quitter l'écurie, Camille les interpella. Est-ce que Tonnerre va guérir complètement? Est-ce qu'il pourra recourir un jour? Le docteur. Moreau s'arrêta, cherchant visiblement les mots justes. Ce fut mademoiselle Leclerc qui répondit avec une franchise douce. Il est trop tôt pour le dire avec certitude, Camille, mais ce que je peux te promettre, c'est que nous ferons tout notre possible pour qu'il souffre le moins possible et qu'il retrouve une vie digne. Camille sembla réfléchir intensément à cette réponse, avant d'acquiescer. D'accord, moi aussi je ferai tout mon possible. Après leur départ, un silence plein d'espoir régna dans l'écurie. Tonnerre, comme s'il avait compris les enjeux de la discussion, émit un hennissement doux, presque confiant. Les jours se transformèrent en semaines, et juillet déploya sa chaleur estivale sur la campagne de Saint-Martin-sur-Loire. Dans l'écurie des Beaumont, un rituel S était installé autour de Tonnerre. Chaque matin, Marcel vérifiait ses constantes et changeait sa litière. À midi, François lui apportait une ration spéciale préparée selon les indications de mademoiselle Leclerc, un mélange nourrissant enrichi de compléments pour favoriser la consolidation osseuse. Et chaque après-midi, Camille prenait son poste d'infirmière avec un sérieux qui faisait sourire toute la famille. Ce mercredi-là, le thermomètre affichait 32 degrés à l'ombre. Dans l'écurie, relativement fraîche grâce à ses épais murs de pierre, mademoiselle Leclerc effectuait sa 8e séance de rééducation avec Tonnerre. Le percheron était maintenant capable de se tenir debout pendant de courtes périodes, bien qu'il évitât soigneusement de poser sa jambe blessée au sol. « C'est bien, mon beau », encourageait la spécialiste en guidant délicatement le mouvement de l'articulation endommagée. Encore un petit effort. Anne-Camille, assise sur un tabouret à distance respectueuse, observait la séance avec une concentration intense. Elle avait pris l'habitude de dessiner dans son carnet les exercices que mademoiselle Leclerc faisait faire à Tonnerre, créant un petit manuel illustré qu'elle consultait religieusement entre les visites de la spécialiste. « Est-ce qu'il progresse bien ?» demanda-t-elle, son crayon suspendu au-dessus du papier. Mademoiselle Leclerc termina l'exercice avant de répondre, essuyant son front en sueur. Il progresse remarquablement bien, compte tenu de la gravité de sa blessure. Ses muscles conservent leur tonicité grâce à nos séances, et la fracture commence à se consolider. « Alors il va pouvoir remarcher normalement ?» insista Camille, ses yeux bleus emplis d'espoir. La spécialiste s'approcha et s'accroupit pour se mettre au niveau de la fillette. « Je ne peux pas te promettre qu'il retrouvera sa mobilité d'avant, Camille, mais je peux te dire qu'il a dépassé toutes nos attentes jusqu'à présent. » Camille hocha gravement la tête. Au cours des dernières semaines, elle avait appris à apprécier l'honnêteté des adultes qui s'occupaient de Tonnerre. Ni le docteur Moreau, ni mademoiselle Leclerc ne lui parlaient comme à une enfant qu'il fallait préserver de la réalité. Ils répondaient à ses questions avec franchise, adaptant simplement leur vocabulaire à son âge. Papy dit que Tonnerre est comme les vieux fermiers, têtu et résistant, dit-elle en fermant son carnet. Il dit que tant qu'il y a de la volonté,
il y a de l'espoir, mademoiselle Leclerc sourit. Ton grand-père est un homme sage, et Tonnerre a certainement beaucoup de volonté. Et comme pour confirmer ses paroles, le percheron émit un hennissement doux et tenta de faire un pas. Son sabot blessé effleura à peine le sol avant qu'il ne le relève, mais ce simple geste provoqua une exclamation enthousiaste de Camille. « Tu as vu ça? Il a essayé de marcher !» La physiothérapeute acquiesça, visiblement impressionnée. « C'est un excellent signe. Cela signifie qu'il commence à faire confiance à sa jambe blessée. » Mais la séance se termina par une application de compresses chaudes sur la zone blessée pour détendre les muscles et favoriser la circulation sanguine. Tandis que mademoiselle Leclerc rangeait son matériel, Marcel entra dans l'écurie, portant un plateau avec une carafe de citronnade fraîche et des verres. « J'ai pensé que vous auriez soif avec cette chaleur, » dit-il en posant le plateau sur une balle de foin. « Et merci, c'est très attentionné, » répondit mademoiselle Leclerc en acceptant le verre qu'il lui tendait. Marcel servit également un verre à Camille, puis s'approcha de Tonnerre pour l'examiner. « Il a l'air moins fatigué après les séances maintenant, » remarqua-t-il. « Son endurance s'améliore, » confirma la spécialiste. Au début, ses exercices, épuisaient complètement. Aujourd'hui, il pourrait presque en redemander. Et Camille but sa citronnade d'un trait, laissant une moustache jaune au-dessus de sa lèvre supérieure. « Mademoiselle Leclerc, est-ce que je peux vous montrer quelque chose ?» Sans attendre de réponse, elle courut jusqu'à son sac à dos posé dans un coin et en sortit un objet enveloppé dans un torchon propre. Lorsqu'elle le déballa, Marcel et la physiothérapeute purent voir une petite attelle artisanale, fabriquée avec des baguettes de bois soigneusement taillées et reliées par du fil et du ruban adhésif. « J'ai fait ça pour Tonnerre », expliqua-t-elle fièrement. « C'est comme l'attelle que j'ai eue quand je me suis cassé le poignet, mais en plus grand. J'ai pensé que ça pourrait l'aider à poser sa jambe sans avoir peur. » Mademoiselle Leclerc prit délicatement l'objet entre ses mains, visiblement touchée par cette initiative. « C'est une idée très ingénieuse, Camille. Ça ne remplacera pas le bandage professionnel, bien sûr, » s'empressa d'ajouter la fillette, « mais peut-être que ça pourrait aller par-dessus, comme une protection supplémentaire. » Marcel regardait sa petite fille avec une fierté non dissimulée. Au cours des dernières semaines, il l'avait vue faire preuve d'une maturité et d'une compassion qui dépassaient largement son âge. Mademoiselle Leclerc examina l'attelle avec attention. « Tu sais quoi ? Je pense que nous pourrions effectivement l'adapter pour qu'elle serve de support externe pendant les périodes où Tonnerre est debout. Il faudrait la renforcer un peu, mais le concept est excellent. » Le visage de Camille s'illumina, comme si on venait de lui annoncer que Noël arrivait en avance. « Vraiment ? Vous allez utiliser mon invention ?»« Avec quelques modifications techniques ? Oui, » confirma la spécialiste. « En fait, cela me donne une idée pour la prochaine phase de sa rééducation. » Elle expliqua alors comment il pourrait commencer à encourager Tonnerre à mettre progressivement du poids sur sa jambe blessée, en utilisant un système de soutien adapté qui inclurait l'idée de Camille. Était une étape cruciale vers une possible récupération de sa mobilité. Pendant qu'ils discutaient des détails, François entra dans l'écurie, portant une brassée de foin frais. Il s'arrêta en voyant les trois personnes penchées avec concentration sur la petite attelle. « Qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait un conseil de guerre, » plaisanta-t-il. Camille vient peut-être de révolutionner notre approche de rééducation, répondit mademoiselle Leclerc avec un sourire. François haussa les sourcils, amusé. Rien que ça ? Marcel lui expliqua l'idée de Camille, et François observa l'attelle avec intérêt. Tu sais, je pourrais te fabriquer une version plus solide avec du bois de frêne. J'en ai justement dans l'atelier. Ce serait parfait, approuva mademoiselle Leclerc. Plus l'attelle sera légère mais solide, mieux ce sera. Camille sautillait presque sur place d'excitation. On va faire une super attelle pour Tonnerre, et il va remarcher, et peut-être même qu'il pourra recourir un jour.
Les adultes échangèrent des regards plus mesurés, conscients qu'il fallait tempérer cet optimisme débordant. Ce fut Marcel qui trouva les mots justes. Chaque pas en avant est une victoire, ma puce. Même si Tonnerre ne peut plus jamais courir comme avant, l'important est qu'il puisse vivre sans souffrance, n'est-ce pas? Camille s'arrêta de sautiller et réfléchit à ses paroles. Oui, dit-elle finalement. Mais je sais qu'il va faire mieux que ça, il me l'a dit. Il te l'a dit? Répéta François, intrigué. Pas avec des mots, papa, expliqua patiemment Camille, comme si elle parlait à quelqu'un qui ne comprenait pas, elle, évidence. Avec ses yeux disent qu'il n'est pas prêt à abandonner. Mademoiselle Leclerc échangea un regard entendu avec Marcel. Ils avaient tous deux assez d'expérience avec les animaux pour savoir que parfois, la volonté de vivre faisait des miracles que la science médicale ne pouvait expliquer. Sur ce point, je crois que ta petite fille a raison, dit-elle à Marcel. Tonnerre a une étincelle que je n'ai pas vue chez beaucoup de chevaux dans sa situation. D'alors qu'ils continuaient à discuter des détails techniques de la nouvelle attelle, Tonnerre observait la scène avec ce qui ressemblait étrangement à de l'intérêt. Ses oreilles suivaient la conversation, et quand Camille s'approcha pour lui montrer le prototype, il baissa doucement la tête pour renifler l'objet, comme s'il approuvait le projet. La mi-août apporta une vague de chaleur sans précédent sur la région. Dans les champs autour de Saint-Martin-sur-Loire, la terre se craquelait sous un soleil impitoyable, et les agriculteurs scrutaient le ciel en quête du moindre nuage prometteur. À la ferme des Beaumonts, on avait installé de grands ventilateurs dans l'écurie pour maintenir une température supportable pour Tonnerre. Ce matin-là, François travaillait dans l'atelier, les fenêtres grandes ouvertes pour laisser passer l'air matinal encore frais. Sur elle, établi S, étalait les différentes pièces de la nouvelle attelle pour Tonnerre, désormais presque terminée après plusieurs prototypes. Il avait travaillé avec une minutie inhabituelle, ponçant chaque pièce de frêne jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse, ajustant les articulations avec la précision d'un horloger. Camille l'observait depuis un tabouret, fascinée par les gestes précis de son père. Elle portait une salopette trop grande pour elle, un vieux vêtement de travail de Marcel qu'elle avait adopté comme sa tenue d'assistante vétérinaire, comme elle l'appelait fièrement. « Est-ce qu'on pourra l'essayer aujourd'hui ?» demanda-t-elle pour la troisième fois de la matinée. François sourit sans lever les yeux de son travail. « Mademoiselle Leclerc arrive à midi. Si j'ai terminé les derniers ajustements d'ici là, oui, nous pourrons la tester. » Camille balança ses jambes d'excitation, heurtant accidentellement le pied du tabouret. « Pardon » murmura-t-elle en se forçant à rester immobile. Son père lui jeta un regard amusé. « Tu sais, tu pourrais aller aider ta mère à préparer la limonade pour tout le monde. Je crois qu'elle a besoin d'une assistante pour presser les citrons. » La fillette secoua vigoureusement la tête, faisant danser ses tresses. « Non, je dois rester ici pour vérifier que l'attelle est parfaite. C'est ma responsabilité. » François s'arrêta un instant, frappé par la détermination qu'il lisait sur ce petit visage si semblable au sien. Ces dernières semaines, il avait observé sa fille se transformer au contact de Tonnerre. La petite citadine qui avait débarqué au début de l'été, obsédée par ses jeux vidéo et ses dessins animés, avait laissé place à une enfant passionnée, responsable, attentive aux besoins d'un être plus vulnérable qu'elle. « Tu sais, dit-il en retournant à son travail, quand j'avais ton âge, je voulais devenir astronaute. »« Vraiment ?» Les yeux de Camille S. écarquillèrent. « Vraiment ?» J'avais des posters de fusées partout dans ma chambre. Je lisais tous les livres sur l'espace que je pouvais trouver. Et puis, un jour, mon père, ton papy Marcel, m'a emmené à une exposition sur l'agriculture du futur. J'y ai vu des machines incroyables, des systèmes d'irrigation innovants, des serres autonomes. « Aurais-tu à changer d'avis ?» demanda Camille, captivée par cette révélation sur son père. François hocha la tête. « J'ai compris que cultiver la terre était aussi une forme d'exploration. Chaque saison apporte ses défis et ses découvertes.
Il manipula délicatement une charnière en métal, l'ajustant avec une clé minuscule. Ce que je veux dire, c'est que parfois, nos passions nous surprennent. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'intéresserais autant aux chevaux et à la médecine vétérinaire. Où Camille réfléchit un moment, son petit front plissé sous l'effort de la concentration. Je crois que je veux devenir vétérinaire, ou peut-être physiothérapeute pour animaux, comme mademoiselle Leclerc. Tu as encore le temps de décider, sourit François. Mais je dois dire que tu as un don avec les animaux. Le visage de Camille s'illumina sous le compliment. C'est Papy qui m'a appris à les observer. Il dit toujours que les animaux parlent si on sait écouter. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Élise, qui portait un plateau avec des verres et une carafe d'eau citronnée. « Comment avance notre projet top secret ?» demanda-t-elle en posant le plateau sur un coin de l'établi. « Papa a presque fini !» s'exclama Camille en sautant de son tabouret. « Regarde comme c'est beau !» Élise examina la telle avec admiration. François avait gravé de petits motifs le long des tiges de bois, des feuilles et des fleurs stylisées qui adoucissaient l'aspect médical de l'objet. « C'est une vraie œuvre d'art », dit-elle en caressant les motifs du bout des doigts. « Tonnerre va avoir l'attelle la plus élégante de toute la France. » François haussa les épaules, un peu embarrassé par ses éloges. Les décorations étaient l'idée de Camille. Elle voulait que ce soit joli, pas juste pratique. Comme ça, Tonnerre ne sera pas triste de la porter, expliqua Camille avec le plus grand sérieux. Élise échangea un regard attendri avec son mari par-dessus la tête de leur fille. Ces moments où Camille révélait sa sensibilité et son empathie leur réchauffèrent le cœur. Ils furent interrompus par le bruit d'un moteur dans la cour. « C'est mademoiselle Leclerc !» Huguet, s'écria Camille en se précipitant vers la fenêtre. « Elle est en avance !» En effet, la physiothérapeute descendait de sa petite voiture bleue, accompagnée cette fois du docteur Moreau. Les deux professionnels semblaient en grande discussion, leur visage grave faisant naître une pointe d'inquiétude chez Camille. « Pourquoi ils ont l'air si sérieux ?» demanda-t-elle en se tournant vers ses parents. François posa l'attelle et s'essuya les mains sur un chiffon. « Ne t'inquiète pas, ils discutent probablement d'un autre cas. Allons les accueillir. » Ils sortirent de l'atelier pour rejoindre les visiteurs dans la cour ensoleillée. Marcel était déjà là, serrant la main du docteur Moreau avec vigueur. « Nous avons de bonnes nouvelles », annonçait le vétérinaire au moment où ils arrivèrent à leur hauteur. Les dernières analyses sanguines de Tonnerre montrent que l'infection a complètement disparu. Un soupir collectif de soulagement accueillit cette annonce. L'infection avait été leur principale préoccupation depuis le début, le risque de septicémie planant comme une épée de Damoclès au-dessus de Tonnerre. « Et la fracture ?» demanda Marcel, toujours pragmatique. Mademoiselle Leclerc ouvrit sa sacoche et en sortit plusieurs radiographies qu'elle tendit au vieux fermier. « Voici les clichés pris la semaine dernière et ceux d'hier. Comme vous pouvez le voir, la consolidation progresse remarquablement bien. » Marcel étudia les images avec attention, François se penchant par-dessus son épaule. Même pour des yeux non expérimentés, la différence était visible. Là où il y avait eu un espace net entre les fragments d'os, on distinguait maintenant une zone plus dense, signe que la nature faisait son œuvre de guérison. « Alors, il va complètement guérir ?» demanda Camille, qui s'était faufilé entre les adultes pour voir les radiographies. Le docteur Moreau s'accroupit pour lui parler à hauteur des yeux. « Sa jambe ne sera probablement jamais aussi solide qu'avant l'accident, Camille. Mais ces images nous donnent beaucoup d'espoir qu'il pourra à nouveau marcher sans trop de difficultés. » La nuance N échappa pas à la fillette. « Mais pas courir ou sauter ? Nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude, » répondit-il honnêtement. « Chaque cheval est différent, et Tonnerre nous a déjà surpris par sa capacité de récupération. » Mademoiselle Leclerc intervint, en posant une main sur l'épaule de Camille. «
L'important maintenant est de l'aider à renforcer sa musculature et à reprendre confiance dans sa jambe blessée. C'est là que votre fameuse attelle entre en jeu. Est-elle prête? François hocha la tête. Quelques derniers ajustements et elle sera parfaite. Venez voir. Ils se dirigèrent tous vers l'atelier où l'attelle attendait sur elle, établie. Mademoiselle Leclerc l'examina avec un œil expert, testant la solidité des jointures, la flexibilité des articulations, le confort des points de contact qui reposeraient contre la peau de Tonnerre. « C'est un travail remarquable », dit-elle finalement, bien supérieur à ce que j'espérais. François accepta le compliment avec un hochement de tête modeste. « J'ai suivi vos indications à la lettre. » Les décorations sont ma contribution, précisa fièrement Camille, en montrant les motifs gravés. Et elles sont magnifiques, sourit mademoiselle Leclerc. Je suis sûr que Tonnerre va les apprécier. Le docteur Moreau, qui était resté en retrait pendant cet examen, s'approcha à son tour. Si vous avez terminé les ajustements, je propose que nous l'essayions aujourd'hui. Plus tôt Tonnerre commencera à s'habituer à ce support, plus vite nous pourrons passer à la phase suivante de sa rééducation. Les mots « phase suivante » provoquèrent un frisson d'excitation chez Camille. Jusqu'à présent, Tonnerre avait progressé pas à pas, chaque petite amélioration étant célébrée comme une victoire. L'idée qu'il puisse entrer dans une nouvelle étape de sa guérison, plus active, plus prometteuse, lui donnait envie de sauter de joie. « Je vais chercher papy !» s'écria-t-elle en se précipitant hors de l'atelier. Les adultes la regardèrent partir avec des sourires indulgents, puis François reprit l'attelle pour effectuer les derniers ajustements sous la supervision de mademoiselle Leclerc. Une demi-heure plus tard, tout le monde était réuni dans l'écurie, l'attelle prête à être essayée. Et l'écurie était plongée dans un silence presque cérémonieux. Tonnerre, maintenant capable de rester debout pendant plusieurs heures d'affilée, observait avec curiosité les humains rassemblés autour de lui. Sa jambe blessée, bien que toujours maintenue au-dessus du sol, avait perdu cet aspect gonflé et douloureux des premiers jours. Le bandage médical avait été allégé, révélant une cicatrice impressionnante mais propre. « Nous allons procéder progressivement », expliqua mademoiselle Leclerc en s'approchant du percheron avec l'attelle. « D'abord, je vais simplement la lui présenter pour qu'il se familiarise avec l'objet. Les chevaux peuvent être méfiants face aux nouveautés. » Camille, debout aux côtés de son grand-père, retenait son souffle. Ces dernières semaines, elle avait appris à anticiper les réactions de Tonnerre, à reconnaître les signes subtils de son langage corporel. Les oreilles du cheval étaient dressées, signe d'intérêt plutôt que de peur. Mademoiselle Leclerc tendit doucement l'attelle vers Tonnerre, lui permettant de la renifler. Le cheval tendit son large museau, ses naseaux frémissant légèrement alors qu'il examinait l'objet. Après quelques instants d'inspection, il donna un petit coup de tête comme pour signifier son approbation. « Il reconnaît ton odeur », dit Marcel à sa petite fille. « Tu as tellement manipulé cette attelle qu'elle porte ton empreinte. » Camille sourit, touchée par cette idée. « Tu crois qu'il sait que c'est pour l'aider? Les animaux ont une intuition que nous avons souvent perdue, » répondit le vieil homme. « Ils sentent nos intentions. » Le docteur Moreau s'avança à son tour, portant un petit sac en cuir. « Avant de mettre l'attelle, je vais appliquer une pommade apaisante sur la zone. Cela réduira les risques d'irritation au point de contact. » Avec des gestes doux mais assurés, il appliqua la substance blanchâtre sur la jambe de Tonnerre, massant légèrement pour la faire pénétrer. Le percheron resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. « Maintenant, l'attelle », annonça mademoiselle Leclerc quand le vétérinaire eut terminé. François s'approcha pour l'aider, tenant l'appareil tandis qu'elle positionnait délicatement la jambe de Tonnerre. L'opération nécessitait précision et douceur. L'attelle devait soutenir sans contraindre, stabiliser sans rigidifier. « Parfait », murmura la physiothérapeute en ajustant les sangles rembourrées. « Regarde comme les articulations s'alignent exactement avec les siennes. »
Élise, qui avait observé l'opération en retrait, s'approcha pour mieux voir. « C'est impressionnant, dit-elle. On dirait qu'elle a été moulée directement sur sa jambe. » Une fois l'attelle complètement fixée, Mademoiselle Leclerc se recula pour évaluer son travail. Tonnerre regardait sa jambe avec curiosité, la bougeant légèrement comme pour tester cette nouvelle sensation. « L'étape suivante est cruciale, » expliqua le docteur Moreau. « Nous allons l'encourager à poser doucement son sabot au sol, juste assez pour qu'il sente un léger contact, mais sans mettre de poids dessus. » Il se tourna vers Camille. « Est-ce que tu veux l'aider ? Parfois, les chevaux répondent mieux aux enfants. Ils sentent votre absence de peur. » Les yeux de la fillette S écarquillèrent. « Moi ? Mais comment ? Tu vas te placer de l'autre côté, là où il peut bien te voir, » expliqua Mademoiselle Leclerc. « Puis tu vas l'appeler doucement. Son instinct naturel sera de se tourner vers toi, et pour ce faire, il devra ajuster sa position. » Camille acquiesça solennellement et contourna Tonnerre pour se placer à l'endroit indiqué. Marcel lui fit un clin d'œil encourageant, tandis que les autres adultes reculaient pour donner plus d'espace. « Tonnerre !» appela doucement Camille. « Regarde-moi, mon beau !» Et le percheron tourna immédiatement la tête vers elle, ses grandes oreilles pointées dans sa direction. Camille sortit de sa poche une pomme qu'elle avait préparée spécialement pour l'occasion, coupée en quartiers pour être plus facile à donner. « Tu veux un morceau ?» dit-elle en tenant un quartier sur sa paume ouverte. Tonnerre émit un léger hennissement d'intérêt, étirant son cou dans sa direction. Pour atteindre la friandise, il devait se tourner davantage, ce qui l'obligeait à réajuster sa position. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti pour tous les témoins. Tonnerre, dans son mouvement pour atteindre la pomme, posa doucement son sabot blessé au sol. Le contact fut bref, à peine plus qu'un effleurement, mais ceci était la première fois depuis l'accident qu'il touchait volontairement le sol avec cette jambe. Un silence stupéfait envahit l'écurie, rapidement brisé par l'exclamation étouffée de Marcel. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Camille, figée sur place, n'osait plus bouger. Tonnerre prit délicatement le morceau de pomme dans sa main, puis, au lieu de relever immédiatement sa jambe, la laissa poser au sol quelques secondes de plus. « Ne bougez pas, » chuchota Mademoiselle Leclerc. « Laissez-le décider. » Les secondes écoulèrent, interminables. Tonnerre mâchait tranquillement sa pomme, sa jambe blessée toujours au sol, l'attelle absorbant une partie du poids mais pas tout. Puis, sans signe de douleur ni de panique, il la souleva doucement et reprit sa position habituelle. Le docteur Moreau fut le premier à rompre le silence. « C'est remarquable, » dit-il, la voix légèrement tremblante d'émotion. Il n'a montré aucun signe de douleur. « L'attelle fonctionne », ajouta Mademoiselle Leclerc, visiblement émue elle aussi. Elle lui donne la stabilité et la confiance dont il avait besoin. François passa un bras autour des épaules de Élise, qui essuyait discrètement une larme. « Notre fille et son grand-père ont accompli un miracle, » murmura-t-elle. Camille, toujours immobile, regardait Tonnerre avec des yeux brillants. Le cheval la fixait en retour, et dans ce regard, la fillette lisait quelque chose qui ressemblait étrangement à de la gratitude. « Tu as réussi, » chuchota-t-elle. « Tu as posé ta jambe. » Les derniers jours d'août apportèrent avec eux une douceur nouvelle. Les soirées se rafraîchissant progressivement, tandis que les journées gardaient une chaleur agréable. Les champs autour de Saint-Martin-sur-Loire commençaient à jaunir, prêts pour la moisson imminente. Dans le pré attenant à l'écurie, un spectacle inimaginable quelques semaines plus tôt se déroulait sous le regard attentif de la famille Beaumont. Tonnerre, équipé de son attelle désormais familière, faisait ses premiers pas véritables à l'extérieur. Sa démarche était lente, hésitante, avec un léger déséquilibre qui trahissait sa blessure, mais il marchait. « Regarde comme il lève bien sa tête », commenta Mademoiselle Leclerc qui supervisait l'exercice. « C'est signe qu'il reprend confiance. » Camille ne quittait pas le percheron des yeux, marchant à ses côtés comme une ombre fidèle.
Elle avait pris l'habitude de lui parler constamment pendant ses séances, un flot de paroles encourageantes qui semblait guider le cheval dans ses efforts. « Tu te débrouilles comme un champion, Tonnerre. Encore quelques pas et tu pourras te reposer. » Marcel, appuyé sur la barrière du pré, ne cachait plus ses larmes de joie. Pour lui, qui avait élevé Tonnerre depuis sa naissance, le voir ainsi revenir progressivement à la vie représentait un miracle quotidien. « Vous savez, dit-il à François qui se tenait à ses côtés, quand tout cela a commencé, J était prêt à le laisser partir. Je pensais que C était la décision la plus humaine. » Son fils hocha la tête, comprenant la profondeur de cet aveu. « Nous l'aurions tous accepté, papa. » Personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé. Personne sauf Camille, corrigea doucement Marcel. Elle a vu ce que nous, les adultes, supposément sages, avions manqué. Dans le pré, Tonnerre s'arrêta, comme s'il avait besoin de reprendre son souffle. Mademoiselle Leclerc consulta sa montre. Il marchait depuis presque 10 minutes, un record depuis le début de ses exercices. « C'est suffisant pour aujourd'hui, » annonça-t-elle. « Il ne faut pas surmener ses muscles, la récupération est progressive. » Camille fit la moue, visiblement déçue. « Mais il n'est pas fatigué. Regarde, il veut continuer. » Effectivement, Tonnerre semblait prêt à poursuivre, mais la physiothérapeute secoua fermement la tête. La règle d'or en rééducation, c'est de s'arrêter avant l'épuisement. Demain, nous pourrons peut-être ajouter 2 minutes supplémentaires. À contre-cœur, Camille accepta cette décision et commença à guider Tonnerre vers l'écurie. Le cheval la suivait docilement, s'arrêtant parfois pour brouter une touffe d'herbe particulièrement tentante. De retour dans l'écurie, une surprise attendait la fillette. Sur la porte du box de Tonnerre, une plaque en bois fraîchement gravée avait été fixée. On pouvait y lire « Tonnerre, sauvé par Camille Beaumont, héroïne équine, été 2023 ». « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle en découvrant l'inscription. Élise s'approcha, un sourire tendre aux lèvres. « C'est un cadeau de ton grand-père. Il a passé des heures à la graver hier soir. » Camille se tourna vers Marcel qui regardait ailleurs, soudain très intéressé par le toit de l'écurie. Ses joues étaient légèrement empourprées. « Papy » murmura-t-elle avant de courir se jeter dans ses bras. « Merci » Quand le vieil homme la serra contre lui, son visage buriné s'illuminant d'un sourire. « Ce n'est que la vérité, ma puce. Sans toi, notre Tonnerre ne serait plus là. » Mademoiselle Leclerc, qui observait la scène tout en retirant l'attelle de Tonnerre pour lui permettre de se reposer, intervint. « Je dois dire qu'en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu un tel niveau d'implication de la part d'une enfant. Tu as un don, Camille. » Ces mots firent rougir la fillette, qui baissa modestement les yeux. « C'est Tonnerre qui a fait tout le travail. Moi, j'ai juste regardé. Parfois, regarder vraiment est le plus difficile, » répondit la physiothérapeute. « La plupart des gens voient sans observer. » François, qui avait sorti son téléphone, s'approcha de Tonnerre. « J'ai filmé sa promenade aujourd'hui. Je vais la montrer au docteur Moreau lors de sa visite demain. » « D'excellente idée, » approuva mademoiselle Leclerc. « Il sera impressionné par ses progrès. » Tandis qu'ils discutaient des avancées de Tonnerre, Camille S. était glissée dans le box et S. était assise près du percheron qui S. était allongé pour se reposer. Avec la douceur qui la caractérisait, elle caressait son encolure luisante. « Tu sais, » chuchota-t-elle, comme pour partager un secret, « bientôt ce sera la rentrée. Je vais devoir retourner à Paris avec papa et maman. » À ces mots, sa gorge se serra. L'idée de quitter Tonnerre, même temporairement, lui était insupportable. Ces 2 mois passés à la ferme avaient créé un lien si fort entre eux qu'elle ne pouvait imaginer les journées sans sa présence rassurante. « Mais je reviendrai tous les week-ends, » promit-elle, « et pendant les vacances de la Toussaint, et à Noël. Et... » Sa voix se brisa légèrement. Tonnerre, comme s'il percevait sa détresse, tourna sa grande tête vers elle et la poussa doucement du museau. Élise, qui était approchée silencieusement, posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ma chérie,
Ton père et moi avons discuté. Camille leva vers elle des yeux brillants de larmes contenues. Oui, nous pensons qu'il serait peut-être possible de prolonger notre séjour ici, au moins jusqu'à ce que Tonnerre soit complètement rétabli. Le visage de la fillette s'illumina d'une joie incrédule. Vraiment? Mais ton travail et mon école? J'ai parlé avec mon patron, répondit Élise. Je peux travailler à distance pendant quelques mois. Et pour l'école, nous avons trouvé une solution temporaire avec l'école du village. Le directeur est d'accord pour t'accueillir jusqu'à la fin de l'année civile, mi-octobre. Les feuilles dorées des peupliers dansaient dans la brise fraîche qui balayait Saint-Martin-sur-Loire. La campagne S était parée des couleurs flamboyantes de l'automne, transformant les paysages en tableaux impressionnistes. À l'école du village, la cloche de midi venait de sonner, libérant une volée d'enfants excités dans la cour. Camille ramassa rapidement ses cahiers, les fourra dans son sac à dos et fila comme une flèche vers la sortie, ses tresses rebondissant au rythme de sa course. Devant le portail, François l'attendait, appuyé contre sa camionnette bleue. « Alors, cette matinée ?» demanda-t-il en l'accueillant avec un sourire. « Bien !» répondit-elle en s'installant sur le siège passager. « Madame Dupont a dit que mon exposé sur les chevaux était le meilleur de la classe. Elle l'a même affiché au tableau d'honneur. » François démarra, prenant la route qui menait à la ferme. « Je ne suis pas surpris. Tu es devenue une véritable experte. » L'intégration de Camille à l'école du village S était faite avec une facilité qui avait étonné ses parents. Après une première semaine d'adaptation, elle avait trouvé sa place parmi les 23 élèves de la classe unique de CE1-CE2. Sa passion pour Tonnerre et ses connaissances sur les chevaux lui avaient rapidement valu l'admiration de ses camarades ruraux. « Comment va Tonnerre ce matin ?» demanda-t-elle, incapable de contenir son impatience plus longtemps. François sourit, habitué à cette question quotidienne. « Je l'ai laissé avec Papy dans le Grand Pré. Il se débrouille de mieux en mieux sans l'attelle. » Les yeux de Camille s'illuminèrent. Depuis 3 semaines, suivant les recommandations de mademoiselle Leclerc, il commençait à laisser Tonnerre faire de courtes périodes sans son support, pour renforcer progressivement sa musculature et son autonomie. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Camille bondit hors de la voiture avant même que François n'ait complètement arrêté le moteur. Elle courut jusqu'au Grand Pré où elle aperçut la silhouette imposante de Tonnerre qui broutait paisiblement. Marcel, assis sur un tronc d'arbre à proximité. « Papy, Tonnerre !» appela-t-elle en agitant les bras. Le cheval releva immédiatement la tête, ses oreilles pointées dans sa direction. Il émit un hennissement de reconnaissance qui fit naître un sourire radieux sur le visage de la fillette. « Regarde-le !» dit Marcel lorsqu'elle arriva à sa hauteur, essoufflée. « Il se tient presque normalement maintenant. » C'était vrai. Bien qu'une légère asymétrie fût encore visible dans sa posture, Tonnerre se tenait fermement sur ses 4 jambes, la blessée ne tremblant plus sous son poids. « Le docteur Moreau vient cet après-midi », informa Marcel. « Il veut vérifier son évolution sans l'attelle et peut-être ajuster le traitement. » Camille hocha la tête tout en s'approchant de Tonnerre. Le percheron baissa sa grande tête pour la saluer et elle caressa son museau velouté avec tendresse. Ces dernières semaines, leur lien était encore approfondi, comme si l'expérience partagée de la guérison les avait unis par un fil invisible. « Tu es mon miracle », murmura-t-elle au cheval. Marcel l'observait avec un mélange de fierté et de mélancolie. Ces 3 mois avaient transformé sa petite fille, faisant éclore en elle une maturité et une sagesse rares chez un enfant de 7 ans. « Tu sais, » dit-il après un moment de silence, « avant que tu n'arrives cet été, je commençais à penser à prendre ma retraite, à laisser ton père gérer entièrement la ferme. » Camille le regarda avec surprise. « Vraiment? Tu n'aimes plus la ferme ?» Marcel sourit doucement. « Au contraire. Je l'aime trop pour l'avoir changé. Les années passent, les méthodes évoluent. Je me sentais dépassé. » Il fit une pause.
caressant sa barbe grisonnante. Mais cet été, grâce à toi et à Tonnerre, j'ai redécouvert pourquoi j'ai toujours aimé cette vie. Ce n'est pas seulement le travail de la terre ou l'élevage des animaux, c'est cette connexion spéciale, cette compréhension mutuelle entre l'homme et la nature. Camille écoutait attentivement, flatté par l'importance que son grand-père accordait à ses paroles. Tu m'as rappelé que parfois, il faut regarder avec des yeux neufs pour voir la vérité, continua-t-il. Et tu sais quoi? J'ai décidé de ne pas prendre ma retraite tout de suite. J'ai encore des choses à apprendre et à enseigner. Il lui fit un clin d'œil complice, et Camille sentit son cœur se gonfler de bonheur. L'idée que son grand-père voulait continuer à partager ses connaissances avec elle était le plus beau des cadeaux. Le bruit d'une voiture interrompit leur conversation. Le docteur Moreau arrivait, accompagné cette fois non seulement de mademoiselle Leclerc, mais aussi d'un homme que Camille ne connaissait pas. « Bonjour tout le monde », lança le vétérinaire en franchissant la barrière du pré. « Je vous présente M. Roussel, de la Fédération française des équitations. Il s'intéresse particulièrement au cas de Tonnerre. » M. Roussel, un homme élégant d'une 50aine d'années, s'avança avec un sourire chaleureux. « Enchanté de vous rencontrer. Le docteur Moreau m'a raconté l'histoire extraordinaire de ce cheval et de la petite fille qui l'a sauvée. J'ai été si impressionné que j'ai voulu voir cela de mes propres yeux. » Camille rougit sous l'attention soudaine, se rapprochant instinctivement de Tonnerre comme pour chercher son soutien. « Et tu dois être Camille », continua M. Roussel en s'adressant directement à elle, la jeune héroïne de cette histoire. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » murmura-t-elle, embarrassée. « J'ai juste vu que son bandage était trop serré. » L'observation est le premier pas vers la connaissance, répondit-il avec un sourire bienveillant. Et la tienne a sauvé une vie. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Le docteur Moreau et mademoiselle Leclerc procédèrent à un examen approfondi de Tonnerre sous le regard attentif de M. Roussel. Le percheron se laissa manipuler avec patience, tournant parfois la tête vers Camille, comme pour s'assurer de sa présence rassurante. « La cicatrisation est remarquable », constata le vétérinaire en palpant délicatement la jambe, autrefois brisée. « Et la musculature se reconstruit progressivement. » Mademoiselle Leclerc acquiesça tout en guidant Tonnerre dans quelques pas pour évaluer sa démarche. Sa boiterie est de moins en moins prononcée. Il compense intelligemment en répartissant son poids de façon à ménager sa jambe sans la soustraire complètement à l'effort. Et M. Roussel prenait des notes, son visage exprimant une admiration croissante. En 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu un rétablissement aussi spectaculaire pour une fracture de cette gravité. François et Élise avaient rejoint le groupe dans le pré, écoutant avec émotion ces évaluations positives. Ces 3 mois de soins intensifs, d'espoir et de crainte avaient créé un lien indéfectible entre tous les membres de la famille et leur protégé équin. Ce qui m'amène à la raison de ma visite, poursuivit M. Roussel en rangeant son carnet. La Fédération lance un nouveau programme destiné à sensibiliser le grand public au bien-être animal et aux thérapies innovantes en médecine vétérinaire. Nous recherchions une histoire inspirante pour incarner ce projet, et celle de Tonnerre et Camille est exactement ce que nous espérions trouver. « Que voulez-vous dire ?» demanda Marcel, intrigué. M. Roussel sourit. « Nous aimerions documenter ce cas exceptionnel, avec votre permission, bien sûr. Un petit reportage, peut-être même un livre pour enfants racontant comment une fillette de 7 ans a sauvé un cheval que les adultes s'apprêtaient à abandonner. » Camille écarquilla les yeux. « Un livre. Sur nous ?»« Pas seulement, » précisa M. Roussel en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Nous pensons également créer une bourse des études en ton nom, la bourse Camille Beaumont, pour encourager les jeunes passionnés par la médecine vétérinaire et la rééducation équine. » Élise porta une main à sa bouche.
ému par la portée inattendue de ce qui avait commencé comme un simple geste d'observation de sa fille. « Et ce n'est pas tout », continua M. Roussel en se redressant. « Si vous acceptez, nous aimerions que Tonnerre devienne l'ambassadeur de notre programme des équithérapies pour enfants handicapés. Son histoire de résilience et de guérison pourrait inspirer tant de jeunes en difficulté. » Un silence ému s'installa dans le pré, uniquement troublé par le bruissement des feuilles d'automne dans la brise. Ce fut Marcel qui parla le premier, sa voix rendue rauque par elle émotion. « Je pense que Tonnerre a trouvé sa nouvelle vocation, » dit-il simplement. « Qu'est-ce que ça veut dire, papy ?» demanda Camille, un peu confuse. « Tonnerre ne pourra plus travailler au champ avec toi ?» Le vieil homme s'accroupit devant sa petite fille, prenant ses mains dans les siennes. « Ma puce, Tonnerre nous a offert 12 années de loyaux services. Maintenant, grâce à toi, il a une chance de commencer une nouvelle vie. Une vie où il pourra aider d'autres enfants, comme tu l'as aidé. » La compréhension illumina progressivement le visage de Camille. « Il va devenir un cheval thérapeute ?» demanda-t-elle, le terme emprunté aux conversations avec mademoiselle Leclerc. « Exactement », confirma cette dernière. « Son tempérament calme et sa sensibilité en font un candidat idéal. » Et sa propre expérience de guérison crée une connexion spéciale avec les personnes qui souffrent. Camille s'approcha de Tonnerre, posant son front contre son museau dans ce geste d'intimité qu'ils avaient développé au fil des semaines. « Tu entends ça? Tu vas aider d'autres enfants ?» Le percheron émit un doux hennissement, comme s'il approuvait ce nouveau destin. Le soir tombait doucement sur la ferme des Beaumont lorsque les visiteurs prirent congé, promettant de revenir la semaine suivante pour discuter des détails pratiques. Dans la cuisine chaleureuse où la famille S était réunie pour le dîner, une atmosphère de célébration paisible régnait. « Je propose un toast », déclara François en levant son verre, à Tonnerre, qui nous a tous enseigné que la guérison vient parfois des endroits les plus inattendus. « De la Camille », ajouta Élise, dont le regard neuf a vu ce que nous avions tous manqué. « Et à la famille », compléta Marcel, « qui reste notre plus grande force dans les moments difficiles. » Les verres s'entrechoquèrent joyeusement, même celui de Camille rempli de jus de pomme. Dehors, dans l'écurie illuminée d'une douce lumière, Tonnerre reposait paisiblement, sa silhouette majestueuse retrouvée, sa présence un rappel quotidien que parfois, il suffit d'un regard attentif pour changer le cours du destin. Plus tard, cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Camille se glissa silencieusement hors de son lit. Enfilant ses bottes et son manteau par-dessus son pyjama, elle se faufila jusqu'à l'écurie. Tonnerre l'accueillit avec un hennissement doux, comme s'il l'attendait. « Je voulais juste te dire bonne nuit », chuchota-t-elle en caressant son encolure puissante, « et te remercier. » Le cheval inclina légèrement sa tête, ses yeux profonds reflétant la lune qui filtrait par la fenêtre de l'écurie. « Tu sais », continua Camille dans un murmure confidentiel, « quand je serai grande, je deviendrai vétérinaire. Comme ça, je pourrai aider d'autres animaux, comme toi. C'est une promesse. » Tonnerre poussa doucement son museau contre sa joue, scellant ce pacte silencieux entre une fillette et le cheval qu'elle avait refusé d'abandonner. À l'horizon, l'aube d'un nouveau jour commençait à poindre, promesse d'innombrables possibilités pour ceux qui savent regarder au-delà des apparences et croire en l'impossible.